Surprise, c'est Binge Audio. Les élections municipales de 2026 seront un peu particulières dans les communes de moins de 1000 habitants. Jusqu'ici, elles étaient les seules à ne pas être soumises à la loi sur la parité entre les femmes et les hommes. En gros, les listes présentées dans les scrutins locaux de ces communes n'avaient pas l'obligation de respecter l'alternance homme-femme qui est la règle dans les plus grandes villes. C'est désormais terminé. Depuis le 22 mai 2025, une nouvelle loi étend la parité à toutes les communes. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. C'est un pas de plus vers un paysage politique plus équilibré, notamment au niveau local où on compte, par exemple, encore à peine 20% de femmes maires. Ça n'est pas nécessairement faute de vocation, car l'engagement des femmes dans les petites communes, les communes rurales notamment, c'est une réalité. Mais une réalité qu'on a parfois du mal à percevoir, ce qui n'est pas sans conséquence sur la vie publique en général. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode qui vient conclure notre série de reportages dans les petites villes de demain, une série fabriquée en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et Popsu Territoire. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Homme-femme, égalité. Les femmes veulent aussi avoir leur rôle. Ça choque pour l'instant, oui. Parité, homme-femme. Il y a trop peu de femmes élues. Et pour cet épisode, je ne suis pas allé me balader en France. Je suis resté dans mon studio, où sont venus à moi mes deux invités, Edith Guignot, la maire de la ville de Bourbon-Lancy, en Bourgogne, qu'on entendra dans un instant, et la sociologue Sophie Orange, professeure à l'université de Nantes et chercheuse au Centre nantais de sociologie. En 2022, elle a co-signé avec Fanny Renard le livre « Des femmes qui tiennent la campagne » aux éditions La Dispute, un livre tiré d'une enquête de terrain auprès de jeunes femmes impliquées dans leur territoire, souvent pour pallier la disparition de services essentiels. J'ai commencé par demander à Sophie Orange, quand on parle de l'engagement des femmes dans les petites villes, on parle de quoi ? On ne va pas forcément parler d'engagement au sens où on l'entend d'habitude, engagement institutionnel. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on a peu connaissance de cet engagement des femmes. C'est un engagement qui est invisible, qui est quotidien et qui va s'incarner notamment dans des associations, qui va s'incarner dans des sorties scolaires, par exemple, où les femmes vont être assez présentes. Et puis dans des activités qui bénéficient finalement d'aucune reconnaissance, mais c'est le fait d'être à proximité des voisins, de leur venir en aide, etc. Il faut savoir que dans les espaces ruraux, on va avoir peu de structures collectives, par exemple pour prendre en charge la petite enfance ou le grand âge, ou pour prendre en charge toutes les activités périscolaires. Donc elles vont pouvoir effectivement investir ces moments-là et être force de proposition. Alors là aussi, pas forcément de manière consciente, pas forcément de manière militante, je dirais, mais elles le font parce que ça se fait. Et puis aussi, elles vont être présentes là où les services publics ne sont pas ou plus là. Et là aussi, on a de moins en moins de services publics dans les territoires ruraux. Les bureaux de poste, ça va être des temps courts en fait d'ouverture, quelques plages horaires le matin, l'après-midi, quelques jours par semaine. Les secrétariats de mairie aussi. Et donc, souvent, ce sont elles qui prennent en charge ces services publics et parfois, leur travail déborde aussi en dehors de cet engagement professionnel. Et elles vont parfois avoir en charge, par exemple, la bibliothèque municipale, dont on pourrait penser que ce soit un emploi de service public. Eh bien, ça va être un engagement bénévole de la part d'une femme, par exemple, qui habite sur le territoire. Pourquoi est-ce que justement ces services reposent sur des femmes, essentiellement ? Est-ce qu'on a une raison pour savoir pourquoi c'est genré cette répartition-là ? Pourquoi c'est genré ? Je pense qu'effectivement, il doit y avoir des éléments dans la socialisation primaire, c'est-à-dire effectivement, les femmes, elles sont habituées, elles sont familiarisées avec le fait d'être au service, d'être à l'écoute des autres. Donc c'est pour ça qu'on va les retrouver dans les métiers du soin et du service à la personne. Mais ce sont aussi des femmes, je pense qu'il faut le dire, qui font des études, qui font des études plus longues que leur mère, et qui, dans ces études-là, vont acquérir un certain nombre de notions, de compétences, de connaissances sur tout ce qui est normes sanitaires, normes éducatives. Et là aussi, elles vont avoir à cœur de les partager, en fait, avec le reste de la population. Donc, ce que je dis, c'est pas que les hommes ne font rien, mais en tout cas que les femmes, elles ne vont pas rester cantonnées forcément aussi à des champs qui vont être féminins. Par exemple, on en voit de plus en plus qui sont pompiers volontaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Alors, ça va aussi avec la transformation des demandes qui sont faites aux pompiers, mais de plus en plus sont pompiers volontaires. Et puis, on va les retrouver aussi
dans les kermesses, dans les animations sportives aussi, où elles vont pas être uniquement à la buvette ou à tenir les comptes, là où on les imagine de manière intuitive, mais elles vont s'engager comme coach et aussi dans les activités même de sport. Est-ce que cette présence et ce dynamisme des jeunes femmes et des femmes dans ces territoires, on le retrouve dans peut-être les partis politiques ou les mandats locaux, les conseils municipaux, voilà, etc., etc. Est-ce qu'il y a une connexion? Est-ce qu'on la voit? Alors nous, on l'a pas vu. Parce qu'on avait des jeunes femmes qui étaient relativement jeunes dans notre corpus d'enquête, qui avaient moins de 30 ans. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu cette situation-là où on avait des jeunes femmes qui étaient impliquées dans les mandats locaux. Je pense que c'est aussi un effet de la trajectoire biographique. C'est des jeunes femmes qui sont en train de s'installer, qui ont des enfants en bas âge. Donc c'est pas forcément le moment. Mais par contre, effectivement, tous les indices sont là pour penser effectivement que ça peut être un engagement important pour elles et qu'elles pourront prendre une part, sachant que c'est des choses qu'elles font déjà de manière très informelle, dans des associations, en aidant au club de sport. Et puis aussi dire que ces jeunes femmes, elles ont le sentiment, en tout cas, d'avoir été aidées par la commune peut-être quand elles étaient jeunes, et donc elles ont un sentiment de redevabilité, donc ça pourra tout à fait s'incarner dans des mandats locaux. Les mentalités, elles évoluent très lentement et paradoxalement, je crois que la mentalité des électeurs a été beaucoup plus vite que la mentalité des responsables politiques sur ces sujets. Ma génération et les générations à venir ne sont plus du tout dans le même engagement. Cette voix, c'est celle de ma seconde invitée, Edith Guegnaud, maire, on l'a dit, de la commune de Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire. Une commune qui fait partie du programme Petite Ville de demain, qui est porté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires et qui a accompagné Bourbon-Lancy dans son projet de territoire, notamment sur les questions d'habitat, de services publics et de transition énergétique. Autant de sujets porteurs quand on parle d'engagement, on va y revenir, mais restons d'abord sur ce qu'a esquissé Edith Guegnaud à l'instant, le changement de génération et forcément le changement de mode de vie qui va avec. Vous savez, nous, moi j'ai 72 ans, il n'y avait que le travail, on a eu une éducation, l'engagement, le travail. Aujourd'hui, il y a des loisirs, il y a une façon de vivre différemment et je pense que ce sera revu différemment. Mais ce qui est bien aussi, puisqu'on a aussi des manières de s'engager en visioconférence, comme on le fait aujourd'hui. Il y a quand même une modernité qui se fait. Donc, je pense qu'il faut revoir un peu ce logiciel pour permettre justement aussi bien les femmes que les hommes de pouvoir s'engager et de pouvoir participer aux réunions, parce qu'il y a beaucoup de réunions et c'est compliqué aussi par rapport à son travail au quotidien. Comment ça a commencé pour vous l'engagement, Madame Guegnaud? J'étais préparatrice en pharmacie dans la ville où je suis née. J'aimais beaucoup être au service d'une population, alors au service d'une patientèle, au service d'une clientèle, pour apporter des réponses. Et lorsqu'on est venu me chercher sur la liste en 1989, les choses, j'ai dit oui en position non éligible parce que j'avais 2 filles petites. Et ensuite, j'ai intégré le conseil municipal suite à un départ. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai appris parce que je pense que de nature je suis curieuse pour savoir comment les différentes instances fonctionnent. Et puis on m'a fait confiance, comme on m'a fait confiance aussi dans mon travail pendant 42 ans. Donc je me suis épanouie pleinement dans la mission de conseillère municipale. Le mandat d'après, en cours de mandat, on m'a nommée adjointe. Si vous voulez, je le dois à des hommes qui ont cru en moi aussi, et je le dois aussi à la parité, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu la loi sur la parité, je n'aurais pas été conseillère régionale ni vice-présidente de la région. La loi de la parité est essentielle pour permettre aux femmes de s'engager en politique et d'assumer les fonctions. Alors, un des freins à l'engagement, ça peut être le regard des autres, le fait de consacrer du temps quand on est une femme à son activité politique ou associative plutôt qu'à sa famille. Ça peut être une source de pression. Est-ce que vous l'avez ressenti ?
Oui, alors moi je l'ai eu plutôt de ma famille, alors plutôt de mes parents, parce que mon mari et mes filles ont bien compris que voilà j'étais passionnée et que voilà j'ai été. Alors je suis pas une mamie comme les autres parce que je me suis jamais occupée de mes petits enfants, mais malgré tout on a des petits temps, voilà. Mais c'est mon mari qui assume ce rôle-là et c'est très bien. C'est un rôle partagé, mais après voilà. On a une telle mission que on peut pas, enfin, on peut avoir des pressions sur un tas de choses, mais ensuite il faut l'assumer. Mon parcours a fait que je me suis intéressée à tout le panel, si vous voulez, des politiques publiques de la commune. Donc, et ça fait 33 ans que je suis élue, donc mes expériences avec mes différents mandats m'ont permis d'être reconnue sur toutes les thématiques. Ça, c'est sûr. J'aurais pas eu ce parcours-là, j'aurais pas eu cette crédibilité-là. Justement, vous parliez de crédibilité. On voit souvent quand même dans les exécutifs municipaux que les femmes, elles vont se retrouver avec des rôles d'adjointes à la petite enfance, à l'action sociale, à la famille ou à la vie associative, comme si elles étaient cantonnées à ces rôles-là, et on les retrouve plus rarement à la sécurité, aux finances ou aux travaux. Ça aussi, ça joue quand même dans la façon dont on se représente l'engagement des femmes. Oui, alors moi j'ai eu une volonté, justement, au dernier mandat, j'ai mis une femme aux travaux, à l'environnement, voilà, pour permettre de casser ces codes et en plus elle excelle dans ce qu'elle fait, donc c'est super. Mais elle a eu du mal aussi à s'imposer parce que c'est une femme. Mais elle en avait toutes les capacités et elle le démontre chaque jour. C'était quoi le problème, le fait d'être confrontée à des corps de métier très virils, masculins, machos dans le monde des travaux, ça pouvait remettre en cause sa légitimité ? Oui, et même des élus hommes qui auraient pu me mettre en doute, voilà, c'est compétent, si je puis dire. Donc là, on a encore beaucoup de travail à faire sur le sujet. Il faut que les maires soient à l'initiative justement de proposer des postes aux femmes qui seraient d'habitude donnés aux hommes. Vous avez quand même aussi tout un travail pour mettre des femmes en responsabilité pour être reconnues. Aujourd'hui, vous avez des femmes chefs d'entreprise, mais c'est pas si facile que ça. Donc il y a encore un très gros travail à faire. Et puis les femmes dans les associations, eh bien moi je vois sur mon territoire, c'est presque majoritairement des hommes qui sont présidents. Voilà, parce que peut-être qu'elles n'osent pas prendre la responsabilité ou elles se pensent pas compétentes, mais il y a encore un long chemin à parcourir pour qu'elles soient valorisées. Il y a deux choses. Il y a manifestement des partis politiques qui traînent les pieds. L'autre difficulté, c'est d'arriver à motiver des femmes parce qu'elles ne sont pas sûres de croire en la politique. On a le sentiment que ça va de soi, en fait, leur engagement. C'est-à-dire que le fait qu'elles s'occupent des enfants, qu'elles s'occupent des personnes âgées, n'engage pas forcément des compétences ou des savoir-faire spécifiques qu'elles auraient acquis et qu'il faudrait valoriser symboliquement ou financièrement. Donc voilà, donc cet engagement bénévole, finalement, c'est le rôle des femmes un petit peu de faire ça. Donc c'est pour ça que ça paraît assez invisible. En plus, une autre forme d'invisibilité, c'est le fait que parfois ça passe aussi dans des espaces qui sont pas publics. C'est vrai qu'on a souvent le sentiment de voir des hommes qui sont actifs, qui s'investissent, mais souvent dans des missions ou dans des espaces publics. Donc on va les voir. Les femmes, c'est souvent dans les espaces domestiques aussi, chez les personnes âgées, dans les familles où il y a des enfants, par exemple, dans des associations, dans un institut de beauté, par exemple, où il va y avoir du lien social qui va se tisser. Et ça se voit moins. Cet engagement, il a comme conséquence positive de vraiment tenir le lien social et vraiment de contribuer à la diffusion de l'information entre toutes et tous. On a souvent cette image un peu péjorative des femmes qui cancanent, qui transmettent des potins. Mais en fait, quand on y pense sociologiquement, ça a une vraie fonction. C'est-à-dire que l'information, elle se diffuse aussi comme ça. On n'a pas forcément des canaux officiels qui vont transmettre des informations communales ou un tel qui est devenu
devenu je ne sais pas quoi ou une autre information. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un rôle important et puis elles vont permettre à un certain nombre de personnes âgées de rester à leur domicile. Elles vont permettre de donner quelques petits soins à des personnes sans qu'il y ait recours forcément à des médecins. Donc voilà, donc elles vont apporter en fait beaucoup de choses qui vont permettre de maintenir les personnes dans les territoires et qui vont maintenir aussi le dynamisme dans ces territoires parce que elles montent des salons de coiffure, elles montent des instituts de beauté. Donc tout ça, c'est aussi de la vie dans ces villages qui sont parfois abandonnés par les services publics, où les commerces ont du mal à perdurer. Parfois, vous avez dans les communes un salon de beauté, mais vous n'avez pas de boulangerie. Et voilà. Et donc, ces espaces-là sont des lieux où il y a à la fois de l'activité marchande, mais pas que. Il y a une activité sociale aussi Exactement. Qui se joue. On va dire le revers de cette médaille-là, c'est aussi peut-être une forme d'épuisement de ces femmes qui sont du coup déjà sollicitées par une vie professionnelle, éventuellement une vie familiale qui peut être dense et qui par-dessus, on va dire, se retrouvent à assumer un rôle social informel, mais qui peut prendre beaucoup de place. Oui, tout à fait. Épuisement parce que il n'y a pas de reconnaissance ni institutionnelle, ni financière. Parfois, il y a des reconnaissances symboliques. Par exemple, dans la presse quotidienne régionale, il va y avoir un petit portrait de Nadine qui a été ATSEM dans l'école et qui prend sa retraite, etc. Voilà. Là, on va avoir des choses, mais sinon, effectivement, ça va être une forme d'épuisement parce que ces femmes, elles ont cet engagement qui n'est pas rétribué, mais à côté de ça, elles travaillent aussi. Et puis, elles s'occupent de leurs enfants. Donc, c'est beaucoup de choses. Et quand elles sont en difficulté dans leur activité professionnelle, par exemple pour monter leur salon de coiffure ou leur institut de beauté, elles ont le sentiment que l'État en fait les abandonne d'une certaine manière. Donc après, on va avoir des mouvements de protestation qui peuvent germer dans ce terreau-là. Et les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes prend racine dans cette forme d'épuisement, dans cette forme de mécontentement lié au fait qu'elles ont le sentiment, c'était pas que des femmes, mais il y avait beaucoup de femmes, qu'elles contribuent, elles donnent beaucoup et qu'elles reçoivent finalement assez peu. Pendant des années, et notamment lorsque c'était Jean-Marie Le Pen qui incarnait le parti d'extrême droite, les chercheurs estimaient que l'électorat féminin boudait le FN puis le RN. C'est ce que la politologue américaine Terry Givens appelle le Radical Right Gender Gap, l'écart de genre dans la droite radicale. Cet écart, il est désormais en train de se combler, puisqu'entre 2019 et 2024, le vote RN chez les femmes a progressé de 10%. Une hausse notamment poussée par la rhétorique employée par Marine Le Pen qui met en avant son statut de mère divorcée, consciente des difficultés des femmes précaires. C'est également ce qu'ont constaté Sophie Orange et Fanny Renard dans leur étude. La dimension économique et sociale du vote RN, elle est centrale chez les femmes qu'elles ont suivies. Dans un premier temps, l'idée du quota m'a profondément heurtée. Mais en regardant autour de moi, j'ai pu voir combien, d'une façon générale, il était difficile aux femmes de s'affirmer. Je le disais en introduction, l'extension de la loi sur la parité aux communes de moins de 1000 habitants, si elle ne va pas révolutionner notre paysage politique, elle va quand même renforcer un peu la nécessaire égalité dans la représentation, sur laquelle on a encore pas mal de travail. Il se trouve qu'Édith Guegnaud connaît bien le sujet, puisqu'au sein de l'AMF, l'Association des maires de France, dont elle est l'une des vice-présidentes, elle a largement travaillé sur la question. Avec Cécile Gallien, on co-anime un groupe de travail depuis 7 ans. Et donc, on est très heureuse aussi d'avoir pu œuvrer pour permettre la parité dans les communes de moins de 1000 habitants, parce que c'était un sujet. Et là, on a eu des débats quand même assez compliqués, mais c'est passé, la loi est passée, donc on est très contents. On en discute avec les maires qui ont des villes à peu près comme les nôtres, c'est ça. Mais il faut qu'il y ait une volonté vraiment du maire à porter cette égalité femmes-hommes dans toutes les strates et à tout niveau. Et ça, c'est un peu, c'est pas gagné non plus, je pense. Au sein de l'AMF, on était persuadés, puis en plus au départ c'était avec François Baroin qui nous a donné toute l'attitude pour travailler sur le sujet. Sauf que c'était effectivement lorsqu'on allait faire des auditions avec les maires ruraux, entre autres, mais ils ont évolué aussi avec le temps. Mais c'était de dire non, mais on pourra jamais trouver autant de femmes que d'hommes dans nos communes. Sauf que si, il y a autant de femmes, même voire plus de femmes que d'hommes, donc. Et au dernier mandat, on a vu quand même que dans des petites communes, il y a des équipes municipales qui se sont formées avec
une majorité de femmes quand même, hein, donc ça bougeait même sans la loi. Mais aujourd'hui, avec la loi, il y aura plus à revenir dessus. Sur le dernier mandat, j'avais une jeune qui disait ah là là non mais je lui ai demandé et puis elle me dit ah non mais je saurais pas et tout. Aujourd'hui, on arrive en fin de mandat, elle est présente, elle apprend, elle fait son chemin et voilà, elle a plus du tout le même discours. Mais c'est comment on fait confiance aussi, on donne confiance à des nouveaux élus. Les femmes faut qu'elles aient confiance en elles et il faut qu'elles osent. Il faut oser dire j'ai toute ma place. Mais moi, je suis très optimiste parce que le fait qu'on ait passé cette loi sur d'égalité sur les communes de moins de 1000 habitants, on démontre une fois de plus que la femme est l'égale de l'homme. Voilà. Et l'homme est l'égal de la femme. Merci à Sophie Orange et à Edith Guignot pour leurs réponses. Merci à l'Agence nationale de la cohésion des territoires et Popsu Territoire, nos partenaires pour cet épisode et pour cette série de reportages. Merci également à Hélène Millet et Pacôme Bertrand pour leur aide dans sa conception, à Thomas Play qui en a assuré toute la réalisation, ainsi qu'à Charlotte Bex, Camille Codor et Alban Philly qui en ont assuré la production du côté de Binge Audio. Tous les épisodes de Programme B, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.